Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que la Cour de cassation, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, a reconnu un principe de convergence des jurisprudences entre les solutions donc, de la Cour de cassation d'un côté et les solutions du Conseil d'État de l'autre. Donc a priori, quand les ordres de juridiction, ces deux ordres de juridiction appliquent le même texte, ils doivent aboutir à la même solution. Sauf dans quelques exceptions rarissimes, d'accord, qui doivent être dûment identifiées et justifiées, mais a priori, si on applique le même texte, on doit aboutir aux mêmes solutions. En somme, la jurisprudence doit être cohérente, peu importe qu'elle émane du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, dès lors qu'ils interprètent le même texte. Et ça, c'est très important parce que dans la deuxième partie de sa décision, l'Assemblée plénière nous retient une solution qui est parfaitement transposable en droit de la sécurité sociale et qui va peut-être permettre de mettre fin à une jurisprudence très contestable de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, parce que pour l'instant, depuis des années, la Cour de cassation nous dit qu'en matière de contraintes, en matière de mise en demeure, en matière de notification d'indus, eh bien en fait les agents de l'URSSAF, des caisses primaires d'assurance maladie, n'ont pas à indiquer leur nom, leur prénom, ils n'ont pas à signer en fait leur décision, et avec cet arrêt d'assemblée plénière, on peut a priori transposer en fait la solution de cet arrêt d'assemblée plénière en droit de la sécurité sociale pour enfin mettre fin à cette jurisprudence très contestable de la deuxième chambre civile que je vais vous expliquer et reprendre avec vous maintenant. Donc en fait, il faut comprendre que le texte en commun que vont appliquer la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est l'article 4 d'une loi de 2000 qui a été ensuite recodifié, transposé à droit constant, d'accord, dans l'article 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes du droit de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie, les URSSAF, ce sont en fait des organismes privés, mais qui gèrent en fait un service public. Donc en fait, à ce titre, ils sont soumis, entre guillemets, au CRPA, d'accord. C'est pour ça que les décisions des URSSAF, des caisses primaires d'assurance maladie, doivent être motivées au même titre que le sont les décisions des administrations, et c'est aussi pour ça qu'on peut appliquer aux organismes sociaux cet article 212-1 qui nous dit que toute décision qui a été prise par les autorités, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénoms, des noms et qualités de son auteur. Donc c'est ce que nous dit donc la loi du 12 avril 2000, qui est reprise dans le CRPA. Quand l'URSSAF, quand la CPAM prend une décision, elle doit, c'est obligatoire, c'est mentionné dans la loi, d'accord, on doit avoir la signature, les noms, les prénoms et la qualité de l'auteur de l'œuvre. Mais la deuxième chambre civile, par toute cette jurisprudence que je vous rappelle là, et vous voyez, il y en a une bonne tartine, depuis des avis de 2004, elle considère que le fait que les noms, les prénoms, la qualité de l'auteur ne soient pas mentionnés dans une décision de l'URSSAF ou de la CPAM, eh bien ça n'affecte pas la validité de la mise en demeure qui a été émise, ça n'affecte pas la validité de la contrainte ou de la notification d'indu. Pourquoi ? Parce que il est suffisant que il y ait marqué dans cette décision qu'elle émane bien de l'URSSAF ou de la CPAM. Donc, dès lors qu'il y a eu la dénomination de l'organisme social qui a pris cette décision, ma foi, peu importe le code du CRPA, d'accord, on s'en moque de savoir les noms, les prénoms, la qualité de l'auteur. Donc, cette jurisprudence de la deuxième chambre civile, elle est ouvertement contra legem, d'accord, c'est-à-dire elle est contraire à la loi. La loi, elle dit quelque chose de très clair, et la deuxième chambre civile nous dit exactement l'inverse. Alors, ça avait été critiqué à travers donc une QPC qui avait été posée dans le cadre donc d'un pourvoi qui a donné lieu à 7 arrêts. Cette QPC, vous reconnaîtrez le style aérien de son auteur, sans doute. Et cette QPC, en fait, elle était adressée contre la jurisprudence de la Cour de cassation, parce qu'on peut en fait aller devant le Conseil constitutionnel pour critiquer non seulement une loi, mais aussi on peut critiquer la jurisprudence, c'est-à-dire l'interprétation qui est faite de cette loi. Et donc voilà, la jurisprudence, elle est rappelée ici, d'accord ? Et la question qui a été posée, c'est cette jurisprudence de la deuxième chambre civile, est-ce qu'elle ne méconnaît pas le principe d'égalité qui apparaît à l'article 6 de la déclaration de 1789 ? Pourquoi il y a une entorse au principe d'égalité ? Tout simplement parce que si vous allez devant la Cour de cassation, si vous allez devant les juridictions judiciaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui est devenu le tribunal judiciaire, puis après la Cour d'appel, puis après la Cour de casse, on vous dit
dans le cadre d'un contentieux sur une décision en droit de la Sécu, on se moque de savoir le nom, le prénom, la qualité de l'agent de la caisse qui a signé cette décision, et peu importe d'ailleurs qu'il l'ait même signé, sa signature, on n'a même pas besoin de la voir. Alors que, à l'inverse, le Conseil d'État juge exactement le contraire, et il dit ce sont des conditions de validité de la décision administrative, donc si la décision ne fait pas apparaître ces mentions-là, la décision sera annulée pour vice de forme. Et donc la question était posée de dire comment, en fait, quand on applique le même texte, d'accord, on applique un article du CRPA devant le juge judiciaire, comment ça se fait que le juge judiciaire retient une solution qui est diamétralement opposée à celle du Conseil d'État, et la réponse qui avait été faite à cet effet pour rejeter la QPC, pour dire cette question n'a pas de caractère sérieux, la réponse de la Cour de cassation, elle était un peu étonnante, c'était de dire, dans notre Constitution, il est bien prévu qu'il y a des juridictions judiciaires, avec tout en haut desquelles vous trouvez la Cour de cassation, puis il y a des juridictions administratives, tout en haut desquelles vous trouvez le Conseil d'État, et donc forcément, s'il y a deux ordres de juridiction, eh bien il y aura forcément des divergences de jurisprudence. Ce à quoi on avait envie de dire, mais ça répond pas du tout à ma question. Vous pourriez tout simplement statuer sur ça, et en tout cas renvoyer au Conseil constitutionnel pour qu'il tranche la question de savoir si la jurisprudence de la Cour de cassation était valable au regard, en fait, donc, de ces exigences. Et en creux, en fait, quelque part, la Cour de cassation n'a pas envie de renvoyer une question devant le Conseil constitutionnel pour se faire taper sur les doigts et qu'on dise, finalement, c'est le Conseil d'État qui avait raison. Quelque part, en fait, le Conseil constitutionnel n'a pas non plus à jouer le rôle d'arbitre entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Bref, tout ceci pour en revenir à l'arrêt de la CEDH, l'UPNI, qui nous dit c'est quand même gênant qu'il y ait une persistance de divergence de jurisprudence, puisque ça porte atteinte à l'état de droit, ça porte atteinte à la confiance que peut avoir le justiciable dans le système juridique, dans le système judiciaire. Donc, dans l'arrêt de l'Assemblée plénière qui vient d'être rendu, la Cour de cassation nous pose le principe que dorénavant, pour satisfaire aux impératifs de clarté et de prévisibilité du droit, dès lors que la question est partagée entre deux ordres de juridiction qui sont amenés à statuer sur le même texte, eh bien, il y a un principe de convergence jurisprudentielle qui veut que la Cour de cassation et le Conseil d'État se mettent au diapason, accordent leur violon pour arriver à une solution qui est commune, d'accord ? Donc ça, c'est le principe. Et, comme je vous l'avais dit, l'exemple le plus évident de ça, c'est le revirement de jurisprudence qui a eu lieu en matière de faute inexcusable en janvier 2023, où la Cour de cassation nous rappelle la solution du Conseil d'État et se rallie finalement, au bout de 10 ans de résistance, elle se rallie à la solution du Conseil d'État. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il y a dans l'arrêt d'Assemblée plénière qui nous intéresse ? Alors, c'est une question très technique, ce qui est tiré sur le code des collectivités territoriales sur les ampliations. Alors, les ampliations, grosso modo, ça ressemble un peu à un titre exécutoire, d'accord ? Et la Cour de cassation nous dit, alors voilà le régime de l'ampliation, d'accord, je vous le rappelle, vous pourrez le relire à tête reposée, mais ce qui est important, c'est le passage suivant. Les travaux parlementaires sur la loi du 12 avril 2000, celle que je vous ai rappelée tout à l'heure, montrent que la mention en caractère lisible des noms, des prénoms et de la qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence entraîne l'annulation de la décision pour vice de forme. Donc, vous voyez, c'est pas un détail. On peut pas faire abstraction, d'accord, de ces trois mentions-là, qui sont des mentions obligatoires, faute de quoi on annule la décision pour vice de forme. Et pourquoi ? Parce que c'est très important de savoir qui a pris cette décision, parce que ça permet de vérifier la compétence de celui qui l'a fait, d'accord ? Et c'est pas n'importe qui peut établir une mise en demeure, une notification d'indu et encore moins une contrainte. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt d'Assemblée plénière, nous rappelle la jurisprudence du Conseil d'État qui dit, effectivement, l'absence de ces trois mentions-là, c'est bien sanctionné par une nullité, à moins, parce qu'il y a toujours un principe et des exceptions en droit, vous l'avez bien compris, à moins que cette irrégularité ait été supplée, d'accord, ait été corrigée par une information équivalente qui a été donnée au débiteur par un autre document. Autrement dit, en clair, si sur la mise en demeure, il n'y a pas la signature, le nom et le prénom et la qualité de l'agent de la caisse qui a pris cette mise en demeure, c'est pas grave,
Si à côté de ça, eh bien en fait dans le cadre d'échanges sur la plateforme Amélie ou la plateforme de l'URSSAF, si voilà, il y a eu un mail dans lequel l'agent en question dit je vous prie de trouver en pièce jointe la mise en demeure que je vous notifie. Et dans son mail, vous voyez bien son nom, son prénom, sa signature, sa qualité, etc. Donc le Conseil d'État, vous voyez, il est toujours un peu souple. Il nous dit, voilà, c'est important, c'est une exigence qui est importante, qui est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, parce que c'est important de savoir qui, dans une administration, prend une décision. D'accord ? L'administration, c'est pas un monstre froid, anonyme, il faut savoir qui prend les décisions. Cela étant, on peut toujours corriger ça si une information suffisante sur ces éléments-là a été donnée par ailleurs. Et la Cour de cassation nous dit, ça vaut également pour les titres exécutoires, donc typiquement en droit de la sécurité sociale, ça serait les contraintes. Et au terme de tout ça, elle nous dit, voilà, c'est sanctionné comme ça. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet arrêt d'assemblée plénière, c'est qu'il va permettre enfin de mettre fin, de briser cette jurisprudence de la deuxième chambre civile que je vous ai expliqué au début de la vidéo, parce que la Cour de cassation nous disait, c'est pas exigé, d'accord, ces noms, ces prénoms, cette qualité de l'auteur, puisque on peut tout simplement mentionner que ça vient de l'URSSAF ou de la CPM, etc. Eh bien non, dorénavant, cet arrêt d'assemblée plénière, on peut le transposer en droit de la sécurité sociale, et la deuxième chambre civile ne pourra pas ignorer, en fait, cette solution de l'assemblée plénière, donc elle, à mon sens, en tout cas, je ferai tout mon possible pour elle se rallie à ça, mais à mon sens, je pense qu'on peut dorénavant soutenir, et en tout cas, on peut aller le plaider devant les juridictions du fond, les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, on peut soutenir que la mention dans une mise en demeure, dans une contrainte, dans une notification d'indu, des noms, prénoms et qualités de l'auteur qui a émis cette mise en demeure, contrainte, etc., ça constitue bien une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur par ailleurs. Si jamais il y a une évolution de la jurisprudence de ce point de vue-là, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. À bientôt.